Fait. Du coup, je vais commencer par une petite introduction de ce qu'on va faire aujourd'hui. On va pouvoir discuter de plein de choses intéressantes. J'ai bien sûr écrit mon introduction parce que je ne la connais pas par cœur et que je ne suis pas un mec capable de le faire de tête. Donc, si vous voulez bien écouter ce que je vais raconter de ma voix suave. Écoutez. Oui. Ah là, ça commence, les blagues nulles. Ça va être terrible. Alors, s'il y a bien une chose qui a toujours été créée... Oh non, je sais déjà pas parler, c'est terrible. S'il y a bien une chose qui a toujours créé et enflammé la pensée d'Homo sapiens, c'est bien la sexualité. Déjà, à l'intérieur des premières traces laissées par les prémices de l'humanité, on retrouve des indices de cette passion étrange pour un ensemble d'actes visant à se reproduire, créer du plaisir et à communiquer. Et les philosophes de tout temps ont eu pour mission de comprendre les mœurs qui les entourent dans l'ensemble du possible qu'offrent le sexe et l'imagination. Bien que central dans l'histoire de l'humanité, le sexe n'a pas tellement été travaillé et étudié par les penseurs qui préféraient rester pour la plupart dans la pudeur intellectuelle. Mais quelques-uns ont osé se jeter à l'eau pour exposer leur position. Et c'est en partie ce que nous allons questionner aujourd'hui avec Vera. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis Vera Flynn, j'ai 30 ans, je suis dans le milieu du travail du sexe depuis une dizaine d'années, donc je fais uniquement du travail du sexe virtuel, c'est-à-dire de la création de contenu, des photos, des vidéos, tout ce qui concerne un peu le divertissement pour adultes, c'est-à-dire vraiment les shows webcam, tout ça, face à face, genre un Twitch, mais du cul, quoi, on va dire ça Littéralement, comme ouais. ça, littéralement. Et du coup, voilà, je suis que dans le domaine du virtuel et je suis aussi dans le domaine où il faut payer pour voir mes contenus. Tout simplement, c'est pas voilà quoi, tu peux pas avoir accès à mon contenu sans payer, etc. Et du coup, vu que je suis là depuis 10 ans, j'ai un peu vu l'évolution du travail du sexe depuis un petit moment. Voilà, voilà. Super. Alors, la question que je voulais peut-être vous poser, c'est pourquoi Vera ? Alors déjà parce que j'aime bien son contenu, je trouve qu'elle est très intéressante sur les réseaux sociaux et elle prend la chose avec humour et une certaine maturité parce que justement elle a l'expérience du domaine et je trouvais intéressant de voir ses réactions et son avis sur la position que les philosophes, enfin que certains philosophes très connus ont pu avoir sur la sexualité, étant donné que c'est son travail finalement, c'est un peu une sorte de spécialiste. Yes. Ton micro est un peu trop bas, tu veux dire pas assez fort. Ouais, Ok. sur le live. Là ça va mieux ? Ouais. Bon, ça devrait faire ça devrait faire le taf, le café. Du coup, on va pouvoir commencer avec une première partie. En gros, il y aura deux parties au live. La première partie, on va parler de philosophie principalement, de trucs un peu chiants, un peu nuls, mais qui peut être rigolo parce que voilà, c'est rigolo le sexe. Voilà, c'est marrant. Et la deuxième partie, on va faire des questions un peu plus contemporaines, un peu plus d'aujourd'hui, qui vont pouvoir justement questionner directement notre vie du 21e siècle face à la sexualité et comment nous, on va interagir en tant qu'être humain avec ce domaine. Donc on va commencer avec notre cher ami Kant, que vous connaissez sans doute. Kant qui était un philosophe très très connu, qui a principalement parlé de morale et d'éthique. Il a quasiment... En fait, il est tellement influent qu'il y a ce qu'on appelle un après-Kant. C'est-à-dire que la philosophie a été pendant très longtemps a une vision de la morale qui était soit utilitariste, soit naturaliste. C'est-à-dire en gros que la morale était coulée de source, entre guillemets, avec des gros guillemets. Et quand il est arrivé, il a dit en fait il y a des règles, il y a des normes à la morale et à l'éthique. Et moi je vais vous expliquer qu'est-ce qui est éthique et qu'est-ce qui l'est pas, parce que moi j'ai un gros cerveau et pas vous. C'est un petit peu comme Voilà. ça que Kant faut le comprendre. Après, attention, hein, ces textes sont incroyables. Il est un petit peu capillotracté sur certains points. Il est difficile à lire si vous n'avez pas l'habitude. Mais pour les personnes qui ont l'habitude de la philosophie, n'hésitez pas. C'est vraiment pas mal. Donc, Surtout, il est allemand, ah donc oui, voilà quoi. Ouais, bien c'est sûr. Bah, il y en a beaucoup qui sont allemands. De toute façon, là, ouais, la plupart des grands philosophes contemporains sont allemands, finalement. Beaucoup. ouais, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai failli parler de Kierkegaard, mais je me suis rendu compte que c'était un peu trop compliqué. Ouais, c'était Pour... peut-être un peu lourd aussi. C'était un peu dur, mais bon, une autre fois peut-être. Du coup, on va questionner un truc un peu marrant, c'est que Kant, il avait une vision de la sexualité très très vénère, quoi. Pour lui, c'était pas bien le sexe de base. Genre, pour lui, c'est la bestialité. Vraiment, sincèrement. Pour lui, l'homme, en fait, il a deux possibilités. Soit il peut rester dans son humanité, dans son évolution, dans son plus
dans son dépassement de l'animal. C'est-à-dire que du coup, le sexe, t'y penses même pas, c'est juste un moyen de créer des petits toits, c'est de la reproduction. Et en plus, il faut qu'elle soit normée, c'est-à-dire qu'il y ait des règles. Et pour lui, le moment où tu peux avoir des enfants, c'est que quand tu t'es marié, parce qu'il faut savoir que quand tu étais un catholique très 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 vénère, donc il fallait que tu sois marié, qu'il y ait des règles tacites, hein, très très fortes pour encadrer justement la sexualité. Et il disait que les personnes qui ne respectaient pas ça étaient en fait des animaux. Il parlait de bestialité, qu'on restait dans notre côté animal. En fait, il considérait que les gens qui participaient à leur sexualité, c'était des sous-hommes. Et Vera, que penses-tu de l'affirmation de notre cher Kant face à ça? Mais déjà, est-ce qu'il avait quelqu'un dans sa vie? Alors, Kant était un gros puceau vénère. Après, bon ouais, c'est un incel en fait, tu vois, c'est peut-être ça, c'est peut-être un incel de l'époque en fait, Kant. Ah, je sais pas si c'est un incel. Après, faut savoir, c'est que il était particulièrement strict, même sur sa vie personnelle, c'est-à-dire que, par exemple, il est sorti que 2 fois, je crois, de sa maison de toute sa vie. Genre, il est sorti de sa ville que 2 fois, et en fait, toute sa vie était chronométrée. Hein, il y a même là où il habite, il y a une rue il y a un chemin qui s'appelle le chemin de promenade de Kant ou une connerie comme ça. Mais il me semble que j'étais à Heidelberg et je me demande s'il n'y avait pas un truc de lui aussi. Ah bah c'est possible. Je sais plus où il habitait, mais c'est un peu ça quoi. Mais ouais. Mais alors en fait le truc c'est que bon, tout son délire sur le mariage et tous les enfants après le mariage, ça se comprend. C'était la période aussi qui voulait ça. Clairement. Donc ça, on peut pas non plus, voilà quoi. C'était normal pour l'époque quoi. On va pas se mentir. Mais en fait, du coup, ce qui est marrant, c'est que avoir quelque chose de si logique pour un penseur qui est censé avoir révolutionné la pensée éthique et morale de son époque, c'est inintuitif. On aurait pu penser que justement Kant aurait proposé quelque chose de nouveau, de révolutionnaire, alors qu'en fait il était juste dans un statu quo, dans un biais de confirmation sur la question de la sexualité. Ouais, et c'est assez original. Ouais. Surtout pour quelqu'un qui est aussi balèze quoi, dans la philo. Ouais, mais bon, après, encore une fois, quand tu remets les choses dans le contexte, le sexe à l'époque, ça devait pas non plus être la grosse joie, la grosse rigolade. C'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a un petit peu une séparation un petit peu sociale, c'est-à-dire qu'on va avoir les riches, enfin les bourges, si tu préfères, qui vont avoir une sexualité très normée, proche de ce qu'on peut attendre de la bourgeoisie de l'époque, en sachant que c'est un cliché. Tout ce que je dis là, ça c'est un cliché, hein. C'est-à-dire qu'on sait qu'en fait finalement les bourgeois n'étaient pas aussi peu prudes qu'on le croyait et qu'ils avaient parfois des fantasmes très très dévergondés, assez vénères. Mais en gros c'était découpé en les bourges sont propres, sont gentils, sont catholiques, et les paysans, les pauvres, se roulent dans le foin et baisent avec tout et n'importe quoi. C'était un petit peu la pensée de l'époque, qui en fait était fausse, hein, qui était à côté de la plaque, mais c'est comme ça qu'étaient éduqués, on va dire, les riches bourgeois de l'époque, dans cette mentalité-là. Quand on y pense, c'est encore un peu ça, tu vois, parce que c'est encore maintenant, tu te fais beaucoup de mecs, pour une fille, t'es un peu, tu vois, la grosse meuf, limite le cas social, le machin, tout ça. Voilà, quoi, ça a pas, comme dit Chardiel, ça n'a pas beaucoup changé. Ouais, ça n'a pas beaucoup changé. C'est ça qui est marrant d'ailleurs, je vais pouvoir questionner, c'est la question aussi du sexisme intégré dans cette vision-là. Comment ça se fait que le sexe, selon si t'es un homme ou une femme, y a des pratiques qui vont être presque glorifiées, alors que si t'es une femme, ça va être t'es une salope, des trucs comme ça. Mais même maintenant que j'y pense, maintenant que tu me dis tout ça, je pense aussi par exemple au libertinage, tu vois, parce que le libertinage, c'est ok. Parfois pour des gens uniquement si c'est dans une ambiance un peu bourge, un peu en mode, tu vois, genre BCBG, tout un machin. Donc au final, on en est toujours au même niveau, quoi. Alors aujourd'hui, l'image sociétale globale qu'on nous donne, c'est que les riches sont gentils et propres et les pauvres... Oui, bah alors, en fait, ça date, hein, le fait de dire que les pauvres sont de vilains, sont des vilains, littéralement, au sens premier du terme. Ça date, c'est vieux, hein. Et aujourd'hui aussi, on le revoit. Mais il y a un peu une inversion avec le temps... Lit-le, calme-toi. On peut changer. Enfin, moi, je suis pas dans cette optique-là de comme ça, mais pour s'en défaire, il faut y aller, quoi. Ça se construit aussi. Ça prend du temps, hein, forcément. Ça va prendre un peu de temps, mais on verra comment ça se passe. Bref, du coup, pour revenir à notre cher Kant, pour lui, il y avait en fait, il fallait surtout pas se soumettre à ce qu'on appelle le besoin de nature.
C'est littéralement ce qu'on pourrait appeler aussi la libido. Enfin, bon, ça a été théorisé par plein de philosophes avec des noms différents, mais en fait à chaque fois c'est la même chose, c'est le côté j'ai envie de quéquette, donc je quéquette. C'est littéralement ça, c'est la volonté d'agir, d'être, et pour lui ça il faut le combattre absolument, et c'est en le combattant qu'on se rapproche de Dieu, et qu'il faut justement préférer l'amour de Dieu à tout le reste. Et Dieu, lui, n'aime pas le sexe, c'est connu. Donc, si tu fais quéquette, c'est pas bien. Voilà. C'est pas du tout comme ça qu'il a eu plein d'offres. Genre, il y a plein de gens sur Terre. Non, c'est pas avec le sexe. Non, c'est grâce à l'amour. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, l'amour et le sexe, effectivement. L'amour de Dieu est plus fort que tout. Ouais, mais ça... C'est vrai que ça a pas beaucoup changé, n'empêche, pour le point de... Ouais, genre, il faut se retenir, il faut faire attention, il faut... Alors, ça, c'est vrai en Europe. Pourquoi ? Parce que... Bon, là, c'est le côté sociologue qui va parler. Terrible. Mais pourquoi c'est vrai en Europe ? Alors, on peut pas extérioriser au reste du monde, mais en Europe, c'est très vrai, aux États-Unis aussi, dans les pays développés, en fait. C'est parce qu'on a principalement une origine catholique, et que même si on se désintéresse de plus en plus du catholicisme, les mœurs sont fondamentalement intriquées à la religion, même si on est athée ou pas croyant. C'est ça le problème, d'ailleurs. C'est qu'on peut être totalement athée et avoir pourtant une sorte d'éducation catholique sans même le savoir, et appliquer des concepts catholiques par effet sociétal. Ouais. Genre, techniquement, il y a un exemple très simple de ça, hein, la monogamie extrêmement populaire en Europe. Enfin, je parle vraiment de la monogamie au sens le couple de base, hein, exclusif. Ça, c'est un concept très catholique qui est quasiment accepté par tout le monde, que ça soit du côté des croyants que des non-croyants. Et pourtant, l'origine de ce modèle est très catholique. Et pourtant, on l'accepte aujourd'hui. Une histoire aussi de... J'avais fait de la socio aussi un peu à l'époque, que le mariage, c'était aussi une façon de contrôler les foules. Bien sûr, bah oui, en fait, l'avantage de faire des petits groupes solidaires entre eux, en plus en leur donnant des sortes de normes économiques, ça permet de leur donner des règles du jeu, et c'est en donnant des règles du jeu aux gens qu'on peut leur donner un semblant de liberté, un semblant de libre accès au monde. Donc forcément, leur offrir le mariage, c'est indirectement leur offrir une possibilité, enfin leur donner l'impression de s'émanciper de phénomènes sociaux, alors qu'en fait c'est tout l'inverse. Mais c'est un moyen d'offrir justement aux gens ce pouvoir de dépasser l'état de solitude avec des normes, avec des règles, avec des mœurs prédéfinies, très agréables. Alors, moi, Chardiel, ouais, on est d'accord. Faites ce que vous voulez avec qui vous voulez, du moment que c'est mutuellement consenti et qu'on se protège. Oui, bien sûr, ça, nous ne le répéterons jamais assez. Alors, on va pouvoir commencer à la partie numéro 2 de la question de Kant, parce que Kant, non seulement qu'il était un peu coincé du cul, on va pas se mentir, il avait une vision assez vénère, hein. Pour lui, en fait, le sexe... J'ai pas dit qu'elle est fausse, j'ai dit qu'elle n'est pas correcte. Alors, merci beaucoup de t'abonner. Salut Adèle. Pour lui, en fait, le sexe, quand il est pas... en fait, de manière générale, en fait, même quand il y a mariage, pour lui, le sexe, c'est une sorte de prostitution à l'autre. Alors, je vais essayer d'expliquer. C'est assez particulier, c'est assez compliqué. En gros, pour lui, le sexe ne peut avoir qu'une seule volonté primaire, c'est-à-dire de faire un travail pour l'autre, pour pouvoir avoir le droit de prendre du plaisir. Donc pour lui, c'est de la prostitution, parce que par exemple, quand on a un rapport sexuel, pour lui, le fait de devoir s'épuiser, de devoir avoir une activité physique, de devoir se donner à l'autre, c'est une sorte de monnaie d'échange au fait de pouvoir éjaculer ou avoir un orgasme, justement. Donc c'est une sorte de vente, d'échange équitable pour en arriver à ses besoins. Mais ça non plus, ça n'a pas changé, en fait. Oui. Mais non, mais c'est ouf, parce que quand je vois des choses du genre ce soir, pardon, je vais être cru, hein, mais ce soir, je vais faire une pipe à mon copain, comme ça il me payera le resto. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que... Moi, mais ça n'a pas beaucoup changé. Et c'est marrant parce que quand il avait du coup une vision qui disait qu'il faut qu'une action, ça soit un moyen et pas un but. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça, mais en gros, si l'autre personne que tu utilises, c'est un moyen d'arriver à ce que tu veux, c'est-à-dire que fondamentalement, ce que tu fais est immoral. Par défaut. Et du coup, pour lui, la sexualité est fondamentalement immorale, parce que tu utilises l'autre comme moyen de ton plaisir et pas comme un but, pas comme une finalité. Par exemple, quand tu fais le sexe pour un enfant, il y a un but, il y a une finalité qui n'est pas ton plaisir, qui n'est pas l'autre.
Donc c'est une sorte d'action qui mène à un but, alors que quand tu fais pour ton plaisir, c'est un plaisir qui dit égoïste, et que du coup l'autre est un moyen, et ça c'est pas bien pour Kant. Après on pourrait revenir aussi à ce qu'on appelle l'uniformisation. On va appeler ça la généralisation de Kant. En fait c'est un autre mot mais j'arrive pas à lire parce que je suis nul. En gros il avait tendance à dire que pour qu'une action soit morale, il faut qu'elle soit qu'elle soit généralisable. Et si elle est généralisable, alors elle est éthique. Alors, il y a un exemple, c'est un peu caricatural ce que je veux dire, mais il y a un moyen un peu rigolo d'imaginer ça. Si tout le monde tue tout le monde, il n'y a plus personne, donc c'est pas moral. Voilà. Oui, ouais. Et du coup, pour savoir si quelque chose est moral, il faut la généraliser. Et la généralisation peut permettre de répondre avec un gros couteau en prémisse, si les actions le sont ou pas. Et donc pour lui, il y avait un truc qui était marrant, c'est que, ça on en parlera dans la troisième partie plutôt, mais en gros, il y a des, par exemple la sodomie, si tout le monde se sodomise tout le temps, il n'y a plus d'enfants, donc il n'y a plus de procréation, donc les gens sont... Enfin, il n'y a plus de renouvellement de la population, donc l'humanité disparaît, donc c'est pas bien. Mais quand c'était vraiment un petit être frustré. Il était très 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 particulier, hein, et apparemment il était pas super fun. Pourtant il invitait souvent, quasiment tous les jours en fait, il invitait ses amis à manger chez lui. Mais je sais pas de quoi il parlait, quoi. Ça devait parler de philosophie morale de manière un peu prout-prout. Après c'était un riche, hein. C'était un bourgeois justement. Ouais. Donc, ouais. Je vois. Buvez de l'eau. Du coup on va pouvoir arriver à, pour moi la partie la plus intéressante, la plus marrante de Kant. C'est son rapport à la masturbation, à l'homosexualité, tous ces trucs-là. C'est parce que, comme je vous ai expliqué, il y a la question du moyen et du but, donc il y a aussi la question de la généralisation. Mais par exemple, pour lui, la masturbation, si tout le monde se masturbe, c'est personne fait d'enfant, blablabla, donc pas bien. Grosso merdo. Et en plus, la masturbation, c'est au-delà de ça, c'est le fait de réveiller son côté bestial, c'est la recherche du plaisir pur qui n'a aucun autre but. Donc quand on se branle, on est des putains d'animaux. Félicitations, voici votre diplôme de singe. En gros, c'est ce que Kant disait. Et il y a un truc qui est marrant, c'est que pour lui, la masturbation, c'est un crime moral très très fort. Genre, c'est vénère. Genre, se masturber pour lui, c'est pas la peine de mort, mais presque, hein, quasiment. C'est... Bonjour. Hello. C'est assez vénère. Et plus fort que ça, c'est que pour lui, la masturbation, l'homosexualité, la zoophilie, le suicide, c'est le même niveau de crime moral. Et il faut punir ces personnes-là avec la même intensité. Bon, pour les personnes suicidées, ça va être difficile de les punir, évidemment. Mais du coup, là, il considère que c'est Dieu qui punira les suicidés. Mais par exemple, pour les personnes qui pratiquent, pour lui, les actes déviants, donc homosexualité, zoophilie, blablabla, eux, il faut les punir, il faut les aider à dépasser cet état, justement parce qu'il avait une sorte de vision un petit peu... alors, comment on appelle ça déjà ? Quand on est pour... C'est la justice punitive, du coup. Il était assez vénère là-dessus. Et je sais plus ce qu'il proposait pour les personnes qui faisaient ça, mais c'était vénère. Hein. C'était de l'enfermement, c'était des trucs pas cool. Enfin, bref, vous avez entendu, pour Kant, si vous êtes homosexuel ou que vous masturbez, vous êtes des mauvaises personnes. Hein, parce que vous êtes égoïste, selon lui. Si vous êtes zoophile aussi, mais là je suis d'accord avec lui par contre. Bah ouais, non mais... Disons que pour lui, tout ça c'était le même niveau de crime. C'était pareil. Mais c'est pour ça que c'est assez marrant. Et du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? Est-ce que tu penses qu'il faut tuer les homosexuels ? Dis-nous. En fait, on se dit quand même que l'homosexualité, ça a été tabou encore pendant très longtemps, des années après, quoi. Hein, malheureusement. On est toujours pas sorti du tunnel, quoi. Et je trouve qu'il y a une hypocrisie même avec la masturbation, parce que quand tu écoutes les gens, c'est jamais eux, tu vois. Il y a quand même encore une culpabilité, j'ai l'impression, dans la masturbation. Ça, je peux l'expliquer pourquoi d'ailleurs. Je connais l'origine de ça. Parce qu'en fait, il faut savoir, c'est que la masturbation est plutôt mal vue chez les femmes. Chez les hommes, c'est vu comme une norme, comme quelque chose de cohérent. D'ailleurs, c'est même plutôt l'inverse, c'est que si un homme se masturbe pas, c'est bizarre. Aujourd'hui. Et c'est parce qu'il y a quelque chose qui sort aussi, non, avec les hommes. Il n'y a pas une histoire du genre ? Alors là, je sais pas, je sais juste que pour les femmes, le fait de se masturber, ça a été très tabou parce que la question du plaisir féminin a été tabou pendant très longtemps parce qu'on considérait que la femme ne pouvait pas vraiment prendre de plaisir. En tout cas, elle avait pas d'organes qui permettaient
de ressentir du bien, et du coup c'était vu comme une aberration pour une femme de se masturber. Alors en plus il y avait un autre principe, c'était le principe de la libido chez l'homme et chez la femme. Un homme qui a envie de quéquette c'est normal, une femme qui a envie de baiser c'est une pute. Ça, c'est comme ça que ça a été vu. Pareil, hein. Ouais, bah c'est toujours pareil. Ben, c'était encore peut-être plus fort avant. Et le problème, c'est que du coup, une fille qui se masturbe, c'était une fille qui avouait son attirance pour la sexualité. C'était extrêmement mal vu. Et du coup, il y a eu une sorte de bashing pendant des milliers d'années sur la masturbation féminine. Et encore aujourd'hui, une petite fille qui se masturbe alors que c'est totalement normal, c'est extrêmement mal vu. Les parents vont tendance à avoir une sorte de réflexe de culpabilisation de l'enfant. Alors que quand un petit garçon se masturbe, on va lui dire ah bah faut juste que tu fasses ça discrètement dans ta chambre, d'accord hein. Voilà. Mais c'est aussi très patriarcal ah oui, bien aussi. sûr. Le problème c'est que quand une femme se masturbe, l'homme se sent un peu lésé parce qu'en plus elle va pas forcément rentrer quelque chose dans son vagin vu qu'on a un clitoris. Et du coup, c'est ça le problème en fait. Le problème c'est que l'homme se sent inutile et du coup, ça les embête un peu hein. Bah ouais, et du coup ça pose problème, et c'est pour ça d'ailleurs aujourd'hui que la plupart des femmes n'osent pas avouer qu'elles se masturbent, alors qu'en fait c'est quelque chose de quand même assez répandu, c'est même quelque chose qui est conseillé de manière générale, mais c'est très très mal vu parce que notre éducation, notre origine catholique et notre environnement social nous dit ah c'est caca, ne le faites pas, vous êtes sale, hein. Si vous vous masturbez vous êtes sale, voilà. Bon, ne sortez pas mes phrases du contexte, hein. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que j'ai dit, hein, d'accord. Alors, oui, mais en même temps, une clé qui ouvre toutes les... Oh non, c'est bon. C'est un passe-partout, c'est cool et pratique, mais une serrure qui se fait ouvrir par n'importe quelle clé, c'est de la daube. Oui, je me doute que tu plaisantes. C'est pas mal. Ah non, mais c'est une phrase très connue de beauf. Peut-être parce que on est dans le Nord. Hein. Chez moi, c'est connu comme phrase. Ah ouais, c'est vrai, jamais entendu. Ah bah ouais, par chez moi, c'est très connu. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça. C'est l'indispensabilité de l'homme. Ouais. C'est vrai que ça revient souvent. Et c'est vrai que c'est marrant. Et du coup, c'est encore plus ironique que Kant ait parlé autant de sexualité dans ses œuvres, alors que lui était inconnu à toute forme de sexualité. Et moi, je trouve ça un peu hypocrite de sa part d'avoir voulu autant donner son avis sur quelque chose qu'il ne comprenait pas, de toute évidence. Et qui de toute façon ne l'intéressait a priori pas plus que ça. Il y a des théories qui disent qu'il serait peut-être asexuel de base et qu'il ressentait aucune attirance, et du coup il avait que du dégoût pour la sexualité en général. Il avait le seum. Ouais, il avait le seum, sans doute. Enfin, encore une fois, c'est que des théories parce que il parlait très peu de lui-même. Étonnamment, il a très très peu parlé de lui-même, mais il aimait bien parler des autres. Étonnant. Bon, on va parler d'un autre personnage de la philosophie qui est assez rigolo, assez rigodrôle comme on pourrait dire. C'est Saint Augustin, hein, qui actuellement, si vous allez en fac de philo, vous allez en bouffer beaucoup. Saint Augustin, la première année, c'est sans doute la moitié du semestre avec Descartes. Rip à vous. Bon courage, je suis de tout cœur avec vous, mais c'est pas grave. Du coup, faut comprendre un truc avec Saint Augustin qui est très marrant, c'est qu'on va parler d'un peu de son histoire, de sa vie. Faut savoir que quand il était jeune, quand il était entre adolescent et jeune adulte, en gros jusqu'à ses 30 ans, je sais plus exactement, mais jusqu'à ses 30 ans. Alors attends, il y a une question. Ouais, mais non, théoriquement, on reste indispensable pour la fécondation si on prend pas en compte la fécondation. Ouf, ouais. Oui, mais pas pour le plaisir. Ouais, mais là, on est vraiment centré sur le plaisir. La reproduction, c'est une autre question qu'on pourra soulever, mais d'ailleurs, c'est même plus ça. Bientôt, ça le sera plus. Mais oui, effectivement. Mais du coup, qui était Saint Augustin ? En gros, jusqu'à 30-35 ans, j'ai pas l'âge exact, mais il me semble que c'est ce genre d'idée-là. C'était un gros baiser sa mère. Genre, il allait dans les villes et il participait à tout ce qui bougeait quand c'était une question de cul. Il était extrêmement productif. Il a même eu une femme et un enfant, ce qui est assez marrant pour un saint, du coup. Mais du coup, il avait une vie sexuelle extrêmement passionnée. On parle pas de DSK, mais presque. C'est un petit peu son homologue. Du coup, dès qu'il a... Il y a un moment, il a eu une sorte de révélation catholique. On ne sait pas trop pourquoi. Enfin, je sais plus pourquoi, mais en gros, il a eu une sorte de flash de révélation. Et il a dit « Ah, maintenant, je suis chrétien catholique vénère. Genre, maintenant, plus quéquette. Le quéquette, c'est mal, c'est pas bien. Voilà. » Il a tout exploré, c'est bon, il a fini, tu vois. Ouais, c'est vrai que lui, disons que contrairement aux autres, bon... Il peut pas dire ouais non mais je connais pas hein. Lui c'est pas Descartes, c'est pas Kant hein. Il dit lui il connaissait tout hein. Il a fait le tour. Il était énervé hein. Et du coup il disait le sexe en fait
Alors, il disait bien que c'était pas mal. Hein. Il a quand même fait pas mal de textes où il disait que c'était cool. Mais surtout, il disait qu'en fait, un peu comme Kant, il disait que c'était le côté bestial. Sauf que lui, il disait pas que c'était forcément mal d'être bestial. Il disait juste que c'était le côté bestial. Et que dans l'idée de la religion, il faut quand même essayer au maximum de se rapprocher de Dieu. Et Dieu, c'est l'inverse de la bestialité. Donc, idéalement, il faut s'en éloigner. Sans forcément être très vénère, parce que bon, s'il est très vénère contre le sexe, c'est ce qu'on appelle, il se suicide, quoi. C'est une merde. Donc il faut forcément qu'il fasse cohabiter l'idée du divin avec ses propres péchés. Et du coup, il a essayé de créer une sorte de structure mentale où il disait « Ah, c'est pas bien, mais bon, Dieu nous pardonne. » Mais pourquoi est-ce qu'on associe tellement Dieu, tu vois, avec toute cette idée de pureté. Ah, le sexe. Ouais, c'est ça en fait. Il faudrait carrément aller aux origines de la pureté, tu vois. Bah alors, t'as déjà lu la Bible ou pas? Je l'ai pas lu, je la connais, je suis d'origine catholique, donc. Bah c'est nul, je l'ai lu, c'est pas ouf. Franchement, l'intrigue est pas terrible, hein, mais bon, ça peut valoir le coup. Grosso merdo, ça vient en fait des prémices de la Bible, hein, tout simplement. C'est dans la construction de Dieu. Dieu est parfait, Dieu n'est qu'amour. Le sexe est forcément reproducteur. Dieu n'a pas besoin de se reproduire, donc Dieu ne peut pas être associé au sexe. Qui pour lui est un outil qu'il nous a offert pour nous reproduire. Et pourquoi on ressent du plaisir quand on fait du sexe? C'est parce qu'à la base, Dieu ne pouvant pas communiquer avec nous, il fallait nous pousser à nous reproduire et à avoir des gosses. Donc c'est Dieu qui a créé le plaisir au début pour pouvoir nous permettre de nous développer, pour après nous donner la bonne parole et nous expliquer qu'en fait c'était pas très bien de prendre du plaisir, mais que c'était juste un outil, quoi. Et du coup, est-ce que le clitoris, du coup, c'est la preuve que Dieu n'existe pas? Bah, pas forcément. Par contre, effectivement, il n'y a pas de. On n'en parle jamais dans aucun des livres saints du clitoris. Ouais. Parce que ça a été découvert très très tard, hein, 20e siècle, enfin 19-20e siècle. On avait des idées avant, on avait des soupçons, mais ça a été vraiment prouvé à partir de très tardivement. Alors que bon, le plaisir masculin, il a été découvert très 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 vieux, hein, bien avant les Égyptiens. Donc forcément, RIP, comme on dit. RIP. Alors, j'ai des réponses par rapport à la question de pourquoi le zizi c'est mal chez les cathos, qui se trouve pas dans la Bible. Vas-y. Ah ouais, bah je suis open si tu veux. Après. Allez, vas-y, on est prêt, on est ready. De toute façon, c'est pas grave. On s'en fout. De toute façon, encore une fois, aujourd'hui, la plupart des catholiques ne sont plus dans une lecture linéaire de la Bible. C'est-à-dire qu'ils acceptent de considérer que la Bible n'est pas forcément vraie. Ils ont une interprétation de la Bible qui leur permet d'associer les mœurs d'aujourd'hui avec leurs croyances, ce qui les rend aussi un peu plus éthiques, hein, parce que bon, il y a certains passages qui sont un peu touchy quand même dans la Bible. Un peu. Ready. On est ready là. Oui. Je te jure, on est raide. C'est ça, tout à fait. Ah ouais, putain, je viens de comprendre la blague. Oh, je suis con. Ah bah oh oui. Je suis lent. Ah oui, là c'était pas compliqué, mon Quentin. J'étais en train de me dire, putain, radis, pourquoi il parle de fruits, de légumes, lui, radis. Bon. Soit. C'est pas si dur. Bah ouais, mais. C'était pas si dur. Clin d'œil. Humour. Humour, hashtag humour. Bref. Bah, en attendant qu'il écrive son pavé, on peut continuer un petit peu sur notre cher Saint-Augustin. Parce qu'il avait une vision de la libido qui était assez rigolo pour lui. Quand tu faisais kékette et que l'homme... Alors, c'est très 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 phallocentré. Hein. C'est le zizi avant tout. Là, la femme, c'est un objet. C'est un trou. Mais bon, bref, il expliquait que l'éjaculation, c'était un moment où on était en déficit intellectuel, littéralement. Ah. Et pour lui, quand on éjaculait, on n'était plus que la moitié de nous-mêmes. On était des cadavres. C'est genre que l'éjaculation, pas l'érection. L'éjaculation. Non, pour lui, c'est vraiment c'est le post-éjaculatoire. C'est le moment où t'as fini ta chose. Ouais. En fait, on va pouvoir faire un petit lien avec Schopenhauer d'ailleurs. Mais pour lui, dès que t'as fini de kékette, que t'as éjaculé, t'as une sorte de passage dans la tête à vide où tu n'es plus rien. Oui. Hein, c'est la dépression. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, Saint-Augustin l'avait déjà théorisé à son époque, avant Schopenhauer, sauf que pour lui, c'était un moment où en fait, on devenait moins intelligent, et le fait d'avoir un déficit intellectuel, pour lui, c'est aller à l'encontre de Dieu, et c'est pas bien. Donc, faut éviter. Ah, ouais. Donc, faut éjaculer en fait, pour lui, du coup, faut éjaculer qu'en cas d'extrême urgence, donc pour se reproduire. Mais il dit, si vous avez éjaculé dans le passé, c'est pas grave, parce que Dieu pardonne tout. À qui veut bien avouer ses péchés
Tu as tué la mère d'Adèle, c'est pas grave. Si tu avoues tes péchés, je te pardonne. Par contre, si tu n'avoues pas tes péchés, que tu as volé une orange pour manger et que tu ne l'as pas avoué à un prêtre, tu iras en enfer 2 fois parce que je l'ai décidé. Ah ouais. Bah oui. Ah ouais. Ah bah vénère. Ah ouais. Ça c'est pratique parce que du coup, quel que soit le crime que tu aies pu faire, si tu deviens catholique, tu vas au paradis. Par contre, même si tu as fait un crime qui était nécessaire, mais que tu ne le dis pas, bah là c'est pas bien. Là t'es vraiment un vilain, t'es vraiment pas gentil. SOS, éjaculation d'urgence. SOS, éjaculation. On en est là. Du coup, est-ce que c'était Toar Baldur? J'ai du mal à dire ton pseudo. Sinon, tu peux envoyer en 2 parties, comme ça on lit vite fait avant d'aller à la suite. Et on en discute. Mais après, tu fais comme tu le sens. De toute façon, on en a encore pas mal à discuter. Hein. Ça va être assez long, hein, je vous préviens, ça va être assez dense. Et du coup, c'était rigolo de voir cet argument de l'effondrement post-orgasme qu'on retrouve du coup chez Schopenhauer, si vous connaissez un petit peu la pensée de Schopenhauer. Alors attends, il a répondu. Bah, quand le catholicisme a cherché à se répandre, à lutter contre les religions païennes, oui, notamment nordiques et celtes, et le meilleur moyen de légitimer le massacre et le pillage de ces populations auprès du grand public tout en gagnant des fidèles, c'est-à-dire, non mais regardez les mecs se baladent en pagne, ces exhibitionnistes-là, et font des orgies comme c'est pas bien. Du coup, comme on est mieux que le sexe chez nous, on va dire que c'est pas bien. Ouais, alors effectivement, il y avait un moyen aussi, c'est ce qu'on appelle de l'ethnocentrisme, hein, de dire que notre vision de la sexualité était meilleure, était plus. Et bah, ça permet de légitimité de défoncer la gueule des autres. C'est assez commun. Ils ont pas fait ça qu'avec ces populations-là. Ils l'ont fait pendant très très longtemps. Ils ont légitimé ça grâce à beaucoup de choses. Alors comment je te mettrai modo après parce que je peux pas là, je sais pas le faire, je suis nul. C'est pas grave, je te mettrai après le live. Bref. Du coup, est-ce qu'on était... Ah oui. La question de Schopenhauer, on va faire un petit lien pour expliquer un peu vite fait, on va pas faire toute la vie de Schopenhauer. Schopenhauer avait une phrase très connue qui disait que la vie oscille tel un pendule de gauche à droite entre l'ennui et entre la souffrance et l'ennui. Pourquoi? En fait, il considère que le désir, quand vous êtes quand vous voulez quelque chose, quand vous désirez quelque chose, c'est une souffrance parce que vous l'avez pas, donc vous avez mal. Et quand on vous offre enfin ce que vous désiriez, bah, vous ne pouvez plus désirer. Et le fait de ne plus désirer, c'est ce qu'on appelle, pour lui, c'est un peu une forme de mort. Donc en fait, c'est l'ennui, parce que vous n'avez plus rien à désirer. Donc en fait, soit vous souffrez, soit vous vous ennuyez, mais vous ne pouvez pas faire autre chose. Et pour lui, le seul moyen de fuir le pendule, c'était par l'expectative, d'observer l'art en tant que tel, et blablabla, et blablabla. Et pourquoi du coup ça fait écho avec le sexe? Je lis juste ce qu'il nous est dit. Soit dit en passant, l'image du diable chez les cathos est une variante de Cer... Oh, ça va être dur à dire ça. Cernunnos, un dieu celte, représenté sous la forme d'un homme à tête de cerf. Ces gros plagieurs, ils ont juste remplacé le cerf par un bouc et hop, ça fait un diable. Effectivement, c'est vrai, tu as parfaitement raison. C'était des copitateurs, et ils sont vilains. On les disputera à la sortie du live. On leur mettra des fessées. Mais bref, du coup, pourquoi du coup Saint-Augustin fait écho à la théorie justement du pendule? C'est parce que Schopenhauer disait que en fait l'éjaculation c'est ce qu'on appelait la petite mort, parce que vu que quand tu fais du sexe, t'as envie de sexe parce que t'es en train de le faire, t'es dans l'expectative du moment, tu kiffes, et dès que t'as éjaculé, bah, t'as plus de plaisir, donc tu meurs. Enfin, c'est la petite mort, du coup. Donc, t'es blasé, t'es en mode « Ah, ma vie est nulle ». Souvent, on dit que les hommes sont déprimés après l'éjaculation. Voilà, ça vient de là, c'est la pensée de Schopenhauer. C'est pour ça que ça fait un petit peu écho à ce que disait Saint-Augustin, c'est rigolo. Ils étaient arrivés à la même conclusion avec des prémices totalement différentes. Bon, aujourd'hui, on sait que c'est pas pour ça, hein, c'est pas vraiment ça. C'est un cocktail d'hormones qui fait qu'on se mange un gros pic d'endorphine dans la gueule et que, du coup, ça endort notre système sympathique et parasympathique. Mais à l'époque, il fallait bien expliquer d'une manière ou d'une autre. Oui, tout à fait. Et du coup, on va pouvoir essayer de parler de l'amour selon Saint-Augustin, parce que pour lui, il y avait une vision particulière de ce qu'on appelle aimer. Pour lui, il y avait aimer les humains, hein, il y avait aimer l'homme en tant que tel. Et ça, c'est rigolo parce que pour lui,
en fait, le vrai amour ne pouvait exister que dans un seul sens, c'est de soi vers Dieu. Et ça, c'est beau, ça. Ça, c'est romantique, c'est tout ce qu'on veut. Ah oui, C'est un peu gay, parce que Dieu était un homme, hein, a priori. c'est vrai. Hein, pas bien, Saint-Augustin, caca l'homosexualité, normalement. Et pourtant, tu le fais avec Dieu. Ah. Enfin bref, du coup, il considérait que le seul vrai amour, c'était celui de soi vers Dieu, et que quand on faisait autrement, c'est-à-dire quand on aimait qu'on aimait une femme ou un homme, dans le cas contraire, on était dans un petit amour, un amour moins beau, moins grand, moins original, au sens original, pas au sens, au sens primaire du terme. Et du coup, c'est assez marrant de voir comment Mais lui... du coup, c'est pour ça que les prêtres peuvent toujours pas se marier dans la religion catholique, Oui, en fait. parce C'est que parce que s'ils l'amour, aiment une femme, ils aiment moins fort Dieu. Alors, pour la religion chrétienne, Dieu est un homme, oui. Grosso merdo, en tout cas, il est représenté oui. dans tous les passages comme étant stylisé en homme. Après, on n'a pas une preuve tacite dans la Bible qui écrit Dieu est un homme. Par contre, en gros, pour t'expliquer pourquoi on pense ça, c'est que dans l'introduction, c'est dit que Dieu a fait l'homme à son image et il a créé l'homme en premier. En gros. Et il a créé la femme d'un morceau de l'homme. Oui, c'est vrai. Donc, D'un morceau de côte, non? ouais, c'est une connerie comme ça. Mais du coup, c'est pour ça que forcément, si Dieu a créé l'homme à son image, l'image de Dieu est celle d'un homme, parce que l'homme était le premier, et la femme est arrivée après. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est marrant avec la Bible, c'est qu'il y a deux débuts dans la Bible. Il y a un début où l'homme et la femme ont été créés en même temps, et juste à côté, il y a le deuxième début où en fait l'homme a été créé avant la femme. C'est parce qu'il y a eu plusieurs auteurs et que les deux introductions ont été gardées dans la Bible. Donc c'est assez marrant. Si vous avez l'occasion d'ouvrir une Bible, vous verrez qu'il y a deux débuts. Donc c'est un peu redondant, mais c'est pas grave, c'est marrant, on aime bien ça. Alors toi, on est d'accord hein, que oui, il faut s'occuper des deux partenaires, mais à l'époque, la femme, c'était parce que c'est maintenant, tu vois. La femme, elle était un peu en mode, voilà quoi. Bah, Encore c'est moi, il y avait un truc qui m'avait un peu choqué à l'époque pendant mes études, c'est que j'ai appris que dans certaines cultures, les femmes étaient construites comme des meubles. En fait, comme des biens meubles. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu achetais une maison, tu achetais la femme avec. Une maison achetée, une femme offerte, allez. Et ça, c'est quand même assez fou, enfin, c'est assez effrayant. Je sais pas je sais pas, moi je serais une femme de l'époque, j'aurais mal quoi. Genre, tu te dis, aujourd'hui je change de propriétaire, yes. Et pourtant, c'était pas considéré comme de l'esclavagisme, hein, c'était vraiment différent. Bon, il y avait aussi des fois des esclaves qui étaient vendus en lot avec les maisons, mais là c'était vraiment considéré comme différent. Et après, il y avait des systèmes aussi de mariage forcé à la base de on a moins de pognon en ce moment, et si on marie notre fille à des riches pas loin. Oui, c'est ça. Mais Adèle, du coup, est-ce que là, ce qu'on raconte par rapport à la religion catholique et tout, je pense que du coup, dans l'islam, je pense que pour le moment, on est à peu près sur la même longueur d'onde, du coup. Bah après, encore une fois, j'ai lu aussi le Coran. C'est écrit différemment, mais on peut faire à peu près les mêmes parallèles. Ouais. Après, je l'ai pas lu en arabe, donc on pourrait me taxer de mécompréhension parce que j'ai lu une traduction, mais a priori, c'est ça, quoi. C'est à peu près pareil. Après, encore une fois, vu que... Bon, on va peut-être pas s'éparpiller sur la question de l'islam parce que je suis pas spécialiste et qu'en plus, j'aimerais bien en faire un live un jour. Mais, mais pour l'instant, grosso merdo, on va considérer que les religions sont à peu près toutes les mêmes parce qu'ils ont tous pour fondement des textes religieux qui ont les mêmes origines et pas les mêmes auteurs, mais en tout cas les mêmes inspirations. Donc a priori, c'est souvent la même chose. Bon, après, j'ai pas lu la Torah encore, mais enfin, c'est l'Ancien Testament, quoi. Je l'ai pas encore lu, je l'ai commencé, mais je l'ai pas fini. Parce que c'est pompeux et ça me saoule. Mais bref. Bref, on va pouvoir faire un peu la suite. Parce que du coup je parlais de l'amour du vrai, donc c'est rigolo parce que monsieur a fait quéquette toute son enfance jusqu'à ses 35 ans, puis après il a dit je suis désolé Dieu, il a dit vous savez le sexe en fait c'est pas super bien parce que nanana faut pas éjaculer parce que éjaculer ça nous rend bête, sauf si c'est pour se reproduire, parce que en vrai la seule chose qui importe dans la vie c'est Dieu, et Dieu moi je l'aime et il m'aime, et donc le monde est beau et joli et tout le monde est heureux dans ce monde où Dieu aime tout le monde. Voilà, c'était Saint-Augustin sur la question de la sexualité. C'est beau, c'est mignon, c'est magnifique. Achetez-en dans votre supermarché préféré. On va pouvoir passer à un de mes philosophes préférés,
que j'aime énormément, qui a sans doute formé quasiment 3 ans de ma vie quand j'étais plus jeune. Bon, aujourd'hui, je m'éloigne un petit peu de sa pensée, mais il m'a quand même beaucoup inspiré. J'aime vraiment beaucoup ses théories. Il était mathématicien à la base, et on va parler de Baruch Spinoza, notre cher Baruch, qui était un homme très pieux, très très calme, qui ne faisait pas de vagues. Pour vous faire un topo du personnage, il a eu une vie horrible. Son enfance était très traumatisante. Il a vécu dans la misère. C'était pas ouf. Et il a quand même réussi à devenir quelqu'un de très très influent à son époque. Mais c'était un homme qui était très calme. Vraiment, il est connu pour être pas stoïque, mais presque. Il était très peu dans l'émotion. Il cherchait vraiment à être rationnel le plus possible. Et d'ailleurs, on le retrouve dans sa philosophie. Le déterminisme selon Spinoza, c'est quelque chose quand même de très, très terre à terre, qui encore aujourd'hui est extrêmement pertinent dans notre vision du monde. Attends, je vais lire un peu les commentaires parce que j'ai pas eu le temps. C'est vrai que presque pareil, mais c'est un dieu sans sexe. C'est sûr que je vais lire la Bible, mais je sais pas de quoi commencer par le Nouveau Testament. Ouais, commence par le Nouveau, hein. L'ancien, c'est... Ouais, l'ancien, c'est un peu lourd, hein. C'est dur. Hein. Ouais, c'est dur, ouais. À entendre le nom des philosophes, j'ai le rap philo de Pivinova. Alors oui, d'ailleurs si vous avez l'occasion, le rap philo de Pivinova est un petit chef-d'œuvre, c'est magnifique. Moi j'adore les trois, je les connais par cœur. Si vous avez l'occasion, bouffez-les. Si vous êtes encore en train de faire vos études pour le bac, si vous avez appris par cœur les 3 raps de Pivinova, vous pouvez avoir une très très bonne note au niveau en tout cas de la compréhension des auteurs. Voilà, je vous conseille, c'est des trucs super agréables. Bref, pour revenir à Spinoza, pour lui, l'amour, c'était quelque chose qui était superflu, qui n'était pas nécessaire. Donc vraiment au sens de la nécessité. Pour expliquer ce que c'est la nécessité selon Spinoza, c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas être. C'est bizarrement dit, mais grosso merdo, c'est quelque chose qui... En fait, on s'en fout. C'est-à-dire que c'est pas nécessaire, on n'en a pas besoin. C'est pas obligatoire pour vivre. C'est quelque chose qui peut être intéressant si on l'a, mais qui n'est pas... Bas les couilles, quoi. Au-delà de tout ça, il avait une construction du sexe et de la vie sexuelle qui était... du coup, lui, je pense que c'est vraiment un incel, du coup. Non, mais au sens primaire du terme, du coup, parce que... faut savoir... Alors, il y a plein de théories sur Spinoza. Vraiment plein. Mais il y avait une qui était un peu rigolote, c'est qu'on pense en fait qu'il était amoureux d'une de ses élèves. Parce qu'à un moment, il faisait des cours de je sais plus quoi, et il était amoureux d'une de ses élèves. Et il y avait un autre mec qui était sur la meuf, et il a jamais eu les couilles d'avouer tout ça à la meuf. Et il a simp, c'est un simp. Ouais, et en fait, la meuf, du coup, est sortie avec le mec, justement, qui l'a dragué. Et du coup, Baruch s'est retrouvé seul comme une merde toute sa vie. Et la seule meuf qu'il a vraiment aimée, il a jamais pu... On n'est pas sûr, hein, mais a priori, c'est comme ça que c'est décrit. Du coup, oui, c'est ça, c'est un simp, littéralement. Ouais. Il a été déçu toute sa vie sur la question de l'amour et de la sexualité. Donc, il est mort vierge aussi, a priori. Enfin, en tout cas, de ce qu'on pense, il est mort vierge. Comme Kant. Parce que justement, il comprenait pas, quoi. Pour lui, en fait, il y avait une façon un peu rigolote d'aimer. Il avait une vision de l'amour assez particulière. Pour lui, il fallait aimer avec raison. Alors, c'est hyper bizarre. C'est-à-dire que pour lui, les gens qui aimaient avec les sentiments, avec l'intuition de devoir aimer, ils se trompaient. Ils étaient dans l'erreur. Parce que pour lui, l'amour, il faut qu'il y ait des raisons explicites d'aimer. En fait, et pour lui, il faut aimer l'âme et pas le corps. Donc pas au sens dualiste. Oui. Hein. Pour lui, il sépare le dualisme. Il dit pas qu'il y a un dualisme, mais il dit surtout qu'il y a un être pensant, et que cet être pensant, on peut l'aimer. Mais aimer la personne pour ce qu'elle est physiquement, ça n'a aucun sens. Parce que du coup, on se trompe en le faisant. Mais du coup, c'est un peu genre... il fallait aussi des vraies raisons pour aimer quelqu'un. Est-ce qu'il était pas du tout dans l'émotionnel, du coup? C'était plutôt... Pour lui, il fallait avoir des raisons tacites d'aimer une personne. Ok. En fait, c'est pas genre cette personne elle est riche, donc si je l'aime, je vais être plus riche. C'est plutôt cette personne, elle m'apporte émotionnellement des choses, elle me rend plus heureux, elle me rassure, elle me fait du bien. Ça va. Et surtout, il disait qu'il fallait que intellectuellement, il y ait un avantage évident, c'est-à-dire qu'il faut que l'autre, elle nous offre une sorte de retour intellectuel.
pour nous faire évoluer et grandir. Pour lui, c'est la seule façon d'aimer correctement. Ouais. Donc c'est pas forcément torché du cul hein, comme hypothèse. Non, ça va. C'est ok pour moi. C'est intéressant. Et pour lui, la question du besoin charnel, elle est un peu tordue. Et c'est très très difficile pour lui. Alors attends, j'ai toujours trouvé ça bizarre de considérer l'amour comme quelque chose d'exclusif et de quantifiable pour moi qui vis dans le monde magnifique du libertinage depuis des années. J'ai toujours trouvé ça chelou. L'amour, c'est pas du pétrole quoi. Et bah, je suis d'accord avec toi. De toute façon, je peux le dire. Hein, moi aussi, je suis libertin, donc. Mais après, moi j'ai un truc bizarre, c'est que je ressens pas la jalousie, donc ni la possessivité. J'ai un trouble qui fait que je tilte pas. Genre vraiment, je ne ressens aucune possessivité pour quasiment rien, même pour les objets. Donc moi, le libertinage, ça a été une évidence très tôt. Et même en général. Oui, lis-le. Il y a une différence entre le libertinage et le polyamour, parce oui, que non, mais, alors, oui, non, mais on dirait plutôt du polyamour, quoi. En fait, je suis polyamoureux aussi, excuse-moi. C'est parce que libertinage, souvent les gens, je sais pas pourquoi ils tiltent mieux. Bah oui, moi aussi, mais le truc, c'est que genre, pour moi, tu peux de toute façon pas faire du sexe avec quelqu'un s'il n'y a pas quelque chose. Un tout petit peu. Au moins un tout petit peu. Après que ce soit plus ou moins... Voilà, quoi, mais faire du sexe... genre, il y a toujours un petit truc, au moins un tout petit. Oui, c'est vrai qu'il y a forcément... De base, il faut forcément une attirance. Il faut forcément qu'il y ait un lien social entre les deux personnes pour qu'il y ait un rapport sexuel. Ah, on est d'accord. C'est ça. Mais bref, du coup, oui, je comprends parfaitement ton point de vue. Hein, c'est quelque chose que je partage aussi. J'ai du mal à comprendre aussi aujourd'hui la mentalité commune d'exclusivité. Mais je pense qu'il faut la respecter le temps qu'elle évolue et qu'elle change. C'est quelque chose qui existe. Et je peux pas forcer les gens à avoir une vision différente de la question. Du coup, pour revenir à notre cher Spino, hein, notre cher Baruch, il avait une vision du rapport charnel qui était pour moi qui était vraiment très intéressant et qui m'a un peu retourné l'esprit à l'époque quand je l'avais lu. C'est que pour lui, il n'y a pas de question de bien ou de mal sur la sexualité. Vraiment. Pour lui, en fait, c'est une chose, c'est tout. Ça peut être bien, ça peut être mal, on s'en fout. Par contre, il y a un casse-tête, il y a une sorte d'enjeu à la sexualité sur le consentement. Parce que pour lui, c'est impossible, en tout cas c'est extrêmement dur, de faire un rapport sexuel qui n'entraîne pas de défavoriser l'autre, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que quand tu es dans la recherche du plaisir fondamental, c'est un vrai casse-tête d'offrir de manière équitable le plaisir aux deux partenaires. Et parce que c'est très compliqué, il va considérer que dans la majorité des cas, le risque de faire souffrir l'autre est trop grand juste pour le plaisir que ça peut apporter. Et pour lui, c'est vraiment, en fait, du sexe réussi, ça serait une sorte d'exception, de réussite, une sorte de coup critique, si on préfère, dans un jeu vidéo, quoi. Donc, dans la majorité du temps, faut pas le faire. Faut pas avoir d'acte sexuel. Et quand il dit faire souffrir, c'est faire souffrir physiquement ou mentalement la personne ? Il parle de souffrance au sens large, très très large. Ok. Et c'est ça qui, lui, l'anime dans cette question-là, c'est que c'est trop compliqué. Genre, il sait que ça peut être super bien. Il imagine même que ça peut être ultra bénéfique pour tout le monde. Ouais. Mais c'est un challenge qui est trop grand pour l'homme, pour l'être humain, si tu préfères. Et du coup, faut éviter de le faire au maximum. Parce que c'est trop compliqué. Grosso merdo. Ok, donc dans une optique de pas faire souffrir l'autre. Ok, ouais, c'est ça. Ok. Et en fait, du coup, on va arriver à la dernière partie sur Spinoza, c'est que pour lui, en fait, le sexe, il est passionné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire passionné pour Spinoza ? C'est-à-dire qu'il ne répond pas à la raison, il répond à l'émotion. Et c'est parce qu'il répond à l'émotion qu'elle est dangereuse. C'est-à-dire que ça peut être super bien. Alors, en gros, il a décrété qu'il valait mieux s'abstenir que de discuter entre partenaires pour savoir comment prendre du plaisir ensemble. Alors, c'est pas tout à fait ça. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas ça. C'est que pour lui, la discussion, vu que les êtres humains sont imparfaits dans leur manière de communiquer, c'est-à-dire que, en gros, on n'est pas optimisé pour discuter. Parce qu'on pense tous des choses différentes, on s'adapte tous aux autres. En fait, on est tous des manipulateurs en puissance. On essaie de tous manipuler tout le monde, et ça, c'est normal. C'est le principe même du dialogue et de la sociabilisation. Et vu qu'on est dans ce délire-là de devoir communiquer sans forcément être sincère, parce qu'il faut s'adapter à nos interlocuteurs, le dialogue est quasiment impossible dans une question aussi complexe que la sexualité. Et parce que c'est trop complexe, il faut mieux ne pas prendre le risque. Et du coup, c'est pour ça qu'il explique, c'est que c'est passionné. Et le fait que ce soit passionné, c'est-à-dire que c'est émotionnel. Et vu que c'est émotionnel, ça veut dire que, entre guillemets,
on peut pas le réguler. C'est difficile de créer une structure solide dans cette question-là de l'amour et du sexe. C'est un bloc, quoi. On est des animaux. Enfin, c'est un peu pour revenir aux questions d'animaux, c'est que la sexualité, c'est animal. Et vu que c'est animal, c'est l'instinct. En gros. Et l'instinct, il est dangereux. Il peut être très bien, ça peut être vraiment très agréable, mais vu que c'est un instinct, c'est extrêmement dur de l'utiliser avec liberté. Donc la liberté, selon Spinoza, c'est pas le libre arbitre, c'est de dire qu'on est libre d'agir en connaissance du fait qu'on est déterminé. Vu que je sais que je suis déterminé, alors je prends conscience un peu de ma liberté, c'est ça l'idée. Et c'est du coup pour ça qu'il avait un peu peur aussi d'aimer. C'est un lupus. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer. C'est rendre. Mais voyons donc. Mais du coup, lui, c'était ça, c'est qu'il disait aimer, pas mal. Ouais. J'aime le concept, mais moi, j'y toucherai pas, tu vois. C'est un peu ça. Ouais. Du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses de cette position assez originale de l'amour et du sexe? Moi, je la trouve particulière. Mais... à la limite, c'est celle qui est la plus raisonnable. Ah bah ouais. On a quand même l'impression que ça vient un peu plus d'une genre voilà, et que tu sens qu'il veut pas faire souffrir l'autre, tu vois, c'est pas genre en mode voilà quoi, pas Dieu, pas machin, pas bah oui. C'est un peu moins de la branlette intellectuelle quand même, tu vois, genre c'est plus dans la raison. Oui, tout à fait. Chose. D'ailleurs, il y a un truc qui est marrant par rapport à la question de Dieu et de Spinoza, c'est que Spinoza était pas croyant au sens qu'il croyait pas en un Dieu théiste. Donc un dieu théiste, c'est un dieu qui aurait une action sur le monde direct. En fait, il croyait à un dieu déiste qu'il appelait la nature. Pour lui, il y avait un environnement, et cette nature était absolue en tout, partout et pour tout, mais déiste. Donc c'est ça que c'est un peu rigolo. C'est pour ça qu'il s'éloigne en fait des deux autres personnes, parce que les deux autres étaient catholiques. C'est pour ça que je voulais mettre une troisième personne qui ne l'était pas. Oui. Et je trouve que finalement, c'est celui qui était le moins proche de Dieu, qui avait la position la plus raisonnable, et pourtant il se rejoignait sur les prémices, hein, c'est-à-dire Kékette pas bien. C'est-à-dire qu'avec la prémisse Kékette pas bien, on en arrive à des raisons très différentes, parfois raisonnées, parfois pas. Grosso merdo, c'était un peu l'idée. Bon, on a fait déjà un gros pavé là sur la question de la... Je suis ton assistante. Tu me remets de l'eau ? Oh, trop gentil. Du coup, on a fait un joli petit pavé là sur la question des philosophes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, on va essayer d'y répondre au maximum et au mieux. Mais on va passer du coup à un peu plus de questionnement libre. Un texte de philosophe viking sur la section... je connais pas du tout la philosophie viking, malheureusement. Je connais juste une anecdote sur les vikings qui disait que fallait mieux tuer que voler. Et du coup, il y avait une technique un peu rigolote, c'était que si on avait besoin de piller un village, pour être éthique, fallait buter tout le monde, parce qu'on peut pas juste les voler. Voilà. Donc si on les bute, ça va. Ça passe. Parce qu'on les envoie au paradis. Bref. Du coup, on va pouvoir passer à la deuxième partie. En plus, au niveau timing, on est pas mal. Franchement... C'est vrai qu'on est bien, on est bien. Ouais, 1 heure pile. Enfin, un peu moins d'1 heure pour la